Alors, aujourd'hui, on va se poser une question qui a l'air toute simple en apparence, mais qui est en fait au cœur de notre économie mondiale. Pourquoi les pays font-ils du commerce entre eux? Oui, c'est vraiment la question centrale. Pourquoi est-ce qu'on irait acheter à l'étranger un truc qu'on pourrait, en théorie, fabriquer chez nous? Eh bien, la réponse à cette question elle a tout simplement forgé le monde économique dans lequel on vit aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. Le premier qui nous a vraiment donné une clé de lecture, c'est un certain David Ricardo. Et son idée, elle est juste révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle l'avantage comparatif. Imaginez, on est en 1817. À l'époque, l'idée, c'est que chaque pays doit se débrouiller seul, être autosuffisant. Et là, arrive David Ricardo qui dit « Non mais attendez, vouloir tout faire soi-même, c'est en fait une très très mauvaise stratégie. » Alors, pour bien piger son raisonnement, il y a un concept super important à avoir en tête, le coût d'opportunité. C'est quoi ce truc? En fait, c'est tout simple. Quand on décide de produire quelque chose, eh bien, on utilise des ressources, du temps, de l'argent, des gens, qu'on ne peut plus utiliser pour produire autre chose. C'est ça le coût d'opportunité. C'est ce à quoi on renonce. Prenons un exemple, un grand classique, la France et la Belgique. Imaginons qu'elles peuvent produire deux choses, du vin et du chocolat. Pour la France, produire une bouteille de vin lui coûte très peu de chocolat non produit. En revanche, pour la Belgique, c'est le contraire. Elle est bien plus efficace pour faire du chocolat que du vin. Son coût d'opportunité pour le chocolat est donc plus faible. Et là, la conclusion de Ricardo est brillante. Il dit que chaque pays a intérêt à se spécialiser là où son coût d'opportunité est le plus faible. C'est ça l'avantage comparatif. Le truc important à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'être le meilleur dans l'absolu. Non, il s'agit d'être le plus efficace par rapport à ce qu'on pourrait faire d'autre. C'est une question de spécialisation relative. Ok, l'idée de Ricardo est géniale, on est d'accord. Mais elle laisse une question en suspens. Une grosse question même. Pourquoi? Pourquoi la France a-t-elle cet avantage pour le vin et la Belgique pour le chocolat? D'où ça vient concrètement cet avantage? La question est posée, et il a fallu attendre un peu pour que d'autres économistes viennent compléter le puzzle et nous donner la suite de l'histoire. On avance dans le temps, direction les années 30-40. Là, on a un trio d'économistes, Heckscher, Olin et plus tard Samuelson, qui se sont penchés sur le travail de Ricardo et se sont dit « Ok, on va creuser pour trouver la source de ces fameux avantages ». Et ce qu'ils ont mis au point, c'est la théorie des dotations factorielles. Dit comme ça peut paraître compliqué, mais l'idée de base est super intuitive. L'avantage d'un pays dépend tout simplement de ce qu'il a sous la main, de ses ressources, quoi. Alors, ces facteurs de production, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un peu comme les ingrédients de base de n'importe quelle économie. On parle du travail, c'est-à-dire les gens, du capital, donc les usines, les machines, du capital technologique, le savoir-faire, et évidemment les ressources naturelles. Et le principe qui en découle est limpide, un pays a intérêt à se spécialiser dans la production qui utilise intensivement les facteurs qu'il possède en abondance. Logique, non? Si on a beaucoup de quelque chose, cette ressource est moins chère. Et si elle est moins chère, le coût de production est plus bas. Et hop, on retombe sur le coût d'opportunité de Ricardo. Tout se recoupe, c'est ça qui est beau. Bon, assez de théorie. Voyons un peu comment ça marche en pratique, dans notre monde actuel, avec un cas concret. Comparons deux pays, le Vietnam et la France. Le Vietnam, par exemple, dispose d'une main-d'œuvre très abondante et donc relativement bon marché. Il va donc tout naturellement se spécialiser dans des industries qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, comme le textile. De l'autre côté, la France. Elle, sa richesse, c'est son capital, sa technologie et sa main-d'œuvre très qualifiée. Son avantage comparatif se situera donc dans des secteurs hyper pointus, comme l'aéronautique. Alors si on met tout ça bout à bout, la théorie de Ricardo et celle des dotations factorielles, au final, ça donne quoi? Quels sont les gains réels de ce grand jeu de la spécialisation mondiale? Le résultat, en fait, est assez spectaculaire. Lorsque chaque pays joue sa meilleure carte, c'est-à-dire se concentre sur ce qu'il fait de mieux par rapport à ses propres capacités, on obtient une bien meilleure utilisation des ressources. Mais à l'échelle mondiale, c'est comme un immense puzzle où chaque pièce trouve sa place la plus efficace. Et pour nous, concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça veut dire des produits moins chers, parce qu'ils sont fabriqués là où c'est le plus efficace. Ça veut dire aussi plus de choses produites au total dans le monde. Et bien sûr, un accès à une diversité de biens incroyable. Au final, c'est un échange où tout le monde est censé être gagnant, et c'est ce principe qui a été le moteur de la mondialisation. Voilà. On a donc les deux piliers qui expliquent en grande partie comment fonctionne le commerce mondial. Mais, et c'est une question cruciale aujourd'hui, face au dérèglement climatique, aux nouvelles tensions entre les pays, aux innovations technologiques qui rebattent les cartes, est-ce que ce modèle est toujours la seule boussole pour guider les échanges de demain? C'est une excellente question et elle est plus que jamais d'actualité.